Un soleil complice pour entamer une très grande semaine, très attendue, celle des 70e 24 heures du Mans. Comme le veut la tradition, comme le veut le rituel, c'est par les journées de pesage sur les quinconces des Jacobins que commence justement ce grand événement manceau avec l'ouverture de la chasse aux autographes, aux photos et l'occasion pour le public attendu nombreux de faire ou refaire connaissance avec ce fantastique plateau, avec ces fantastiques voitures. Sébastien Bourdet, vous êtes un enfant du pays manceau, c'est vrai que ce pesage, ces journées de pesage ont aussi bercé votre enfance? Oui, complètement. Un début de semaine toujours très agité, avec beaucoup de sollicitations et une grosse communion avec le public qui est toujours très appréciable. Alors les commissaires techniques évidemment sont prêts, ces voitures qui passent d'un poste de vérification à l'autre. On va évidemment vérifier si elles sont conformes au règlement technique particulier de ces 24 heures du Mans. Deux grandes familles de voitures, les voitures prototypes justement, à l'image de la célèbre et favorite Audi R8. L'équipage vainqueur sortant c'est Frank Villa, Tom Christensen et Manuel Pirot. Et voilà justement celle qui quelque part est le symbole de l'autre grande famille, la famille des grands tourismes avec notamment les Corvette C5R, des voitures qui l'année dernière avaient justement gagné la catégorie LM GTS. Il y a les vérifications techniques, il y a les vérifications administratives pour les pilotes, voir si effectivement les licences sont conformes. On en profite également pour faire la photo officielle et même, parce qu'on ne badine pas avec la sécurité, la vérification d'un élément aussi essentiel que le casque. Henri Pescarolo est tout sourire, il y a de quoi. C'est vrai que c'est une belle semaine qui commence pour l'ensemble du team Pescarolo Sport, un parcours de ce pesage qui se termine justement par la traditionnelle séquence interview. Grande semaine au Mans, carte postale de la belle capitale mancelle, la capitale internationale des sports mécaniques. Bienvenue au Mans, bienvenue dans la communauté urbaine du Mans, bienvenue au département de la Sarthe et bienvenue également dans le plein cœur de la région des Pays de la Loire. Nous voici après les journées de lundi et de mardi consacrées au fameux pesage des quinconces des Jacobins, à ces soirées d'essai des mercredis et jeudis soirs, avec à chaque fois 2 heures pour bien entendu composer la grille de départ. Christian Lavieille, un rendez-vous important pour vous puisque d'abord il nous faut rappeler ceci avant même de prendre le volant de votre voiture pour la première partie de ces essais. Vous rentrez déjà quelque part dans l'histoire de ces 24 heures parce que vous êtes le premier dans l'histoire à avoir fait en une seule et même saison, sinon d'ailleurs un seul et même semestre, à la fois les 24 heures moto avec Suzuki. En avril 2002, vous aviez terminé deuxième. Et là, les 24 heures du Mans en voiture. Premier exploit. Premier exploit, c'est vrai, c'est magique de rajouter deux roues à son carrosse. Et c'est une grande expérience et je trouve ça vraiment... j'ai passé une semaine vraiment magique et il n'y a pas d'autre mot. J'avais beaucoup à apprendre, j'ai beaucoup appris, j'ai encore à apprendre et bon, c'est vrai qu'à l'avenir, j'aimerais bien rouler avec une voiture un petit peu plus rapide pour éviter de redoubler de vigilance constamment dans les rétroviseurs. Une voiture particulièrement rapide justement, Christian, qui ne peut que faire rêver. C'est bien entendu l'Audi R8 qu'il s'agisse de la voiture numéro 1 de l'équipage vainqueur sortant, Frank Villa, Tom Christensen et Manuel Pirot, la numéro 2 de Capello Herbert Pescatori. Autre sublime voiture, les Oreca d'Alara Motor Judd du PlayStation Team Oreca, la numéro 15 d'Olivier Beretta, de Pedro Lamy et d'Eric Comas. Et puis la belle anglaise, c'est bien entendu la Bentley, le XP Speed 8 2002 de l'équipage qui avait justement terminé 3e des 24 heures du Mans, l'édition pluvieuse 2001, Andy Wallace, Butch Leitzinger, Eric Van de Poel, la Bentley qui est belle de jour, la Bentley qui est bien entendu belle de nuit. Sébastien Bourdet, justement, ces soirées d'essai qui vont permettre aussi de faire à nouveau connaissance avec Le Mans by Night au niveau des conditions de pilotage nocturne. Ouais, prendre des repères très rapidement et puis se faire une bonne voiture pour la course. Alors cette première séance d'essai a sans réelle surprise finalement été dominée par les deux Audi, notamment meilleur temps provisoire pour Rinaldo Capello sur l'Audi R8 numéro 2. Voici donc le rappel des meilleurs temps pour la première soirée d'essai, 3:30-3:47 avec donc Rinaldo Capello devant l'Audi numéro 1 et la Dome Motor Judd numéro 16. C'est toujours bon d'être en pole position après la première séance d'essai parce que finalement on ne sait jamais ce qui peut se passer pour celle de demain. Il peut y avoir notamment la pluie. Mais bon, d'être en pole position demain n'est pas finalement quelque chose de très significatif parce que c'est, vous le savez, une très très longue course.
cette pole position, comment vous dire, c'est vrai que l'année dernière, j'étais quand même très fier d'être en pole position. Et j'espère évidemment récidiver cette année demain. Mais bon, sur le plan en termes de résultats, en fait, ça n'est finalement pas très important. Top départ pour la deuxième soirée d'essais qualificatifs pour ces 70e 24 heures du Mans. Entre les deux séances, une mauvaise nouvelle pour Yann Lammers puisque les chronos de la veille ont été annulés. Motif non-conformité du carburant pour la Doma Motor Judd numéro 16. En quelque sorte pour Yann Lammers, pour Val, Hilbrand et pour Tom, tout est à refaire. Kevin McGarity nous parle de la MG numéro 27. Il n'y avait pas de véritable pression sur nous. La nuit dernière, notre objectif était de se qualifier assez confortablement pour tous les trois, avec les temps de qualification, mais avec le chef Doug Bibb, notre objectif était quand même de faire un bon temps d'essai. Il nous restait finalement un deuxième set de pneus, mais malheureusement, Marc est allé dans l'herbe, alors que peut-être ce soir donc, nous aurons l'occasion d'améliorer notre performance. La Ferrari Maranello Pro Drive à la menu. Je crois qu'on verra ce soir ce que chacun peut faire, mais c'est vrai que nous sommes un petit peu surpris. Nous avons été finalement si rapides. Nous savions que la Ferrari serait très rapide, justement grâce aux longues lignes droites et aux enchaînements rapides. La voiture d'ordinaire n'est pas très bonne dans les virages serrés, mais heureusement finalement il n'y en a pas au Mans. Être rapide, oui, mais à ce point-là, on ne s'y attendait pas, nous a dit Alain Menu. Tout comme l'on savait qu'allait être très rapide dès les soirées d'essai, les deux Oreca Dallara à moteur Judd du PlayStation Team Oreca avec Stéphane Sarrazin, Franck Montagny, Nicolas Mination. Stéphane Sarrazin qui avait réalisé déjà le deuxième chrono à l'occasion de la journée des essais préliminaires du 5 mai dernier. Le Mans 2002, une nouveauté avec la version 2002 justement de la Cadillac Amateur North Star, deux équipages, la numéro 6 avec Wayne Taylor, Max Angelelli, Christophe Tinceau et la numéro 7 avec Eric Bernard, Emmanuel Collard, JJ Leto. La Dôme, les Oreca Dallara, les Courage, les Panos. Oui, du Courage, justement, nous allons reparler avec vous, Sébastien Bourdet, par rapport justement à ce très joli plateau en LMP 900. Comment se sont comportés les Courage, un moteur Peugeot du team Pescarolo Sport? Pas trop mal, je dirais que ça a été assez difficile avec la nouvelle aéro de la voiture. Maintenant, il y a eu beaucoup de travail pour toute l'équipe. Des équipages de pilotes très performants avec deux anciens vainqueurs du Mans dans la 18. Je dirais que tout s'est plutôt bien passé. Maintenant, c'est vrai que la première soirée a été très difficile. On a bien redressé la barre et bon, le temps de qualification a pris peu d'importance, mais il a fallu faire avec et on s'est surtout fait une bonne voiture pour la course. Un visage très attentif, vous avez sans doute reconnu le vainqueur des 24 heures du Mans 1988, c'est Andy Wallace. Du côté des voitures de la catégorie Grand Tourisme, bonne prestation, là encore comme attendu, des deux Corvette C5R. La 63 sera la voiture de Runfellows, de Johnny O'Connell, d'Oliver Gavin. C'est quelque part l'offensive General Motors, à la fois du côté des GT, c'est vrai avec les Corvettes, et donc du côté des voitures de la catégorie prototype, avec les fameuses Cadillac North Star, la version 2002 et l'œuvre de Nigel Stroud. Cette édition 2002 des 24 heures du Mans importante car c'est le 100e anniversaire de Cadillac. L'arrêt au stand pour l'Oreca Dallara numéro 14 de Stéphane Sarrazin, de Franck Montagny, de Nicolas Mination avec le regard évidemment attentif d'Hugues de Chonac, surtout à l'annonce du moindre incident. Ici Sébastien et Christian, un tête à queue comme cela peut arriver d'une Ferrari Modena la 71 dans la chicane Ford et attention à une MG la numéro 30 du Nighthawk Racing qui échoue très près finalement de cette Ferrari. Sébastien, impression sur cette image. Ouais, toujours très compliqué, ça sème toujours le doute dans l'esprit d'un pilote quand il y a une sortie juste devant vous et bon, on a pu le voir que ça a induit la deuxième erreur de la MG derrière. La nuit est tombée sur la deuxième séance d'essais qualificatifs pour ces 70e 24 heures du Mans. Retour au stand de l'Audi numéro 2, regard attentif de Rinaldo Capello sur les écrans et sourire, oui, pour la deuxième année consécutive. C'est lui qui est pole position, 3 minutes 29 secondes, 905 millièmes, une moyenne horaire de 234 km/h, 106. La Bentley termine 11e au général. Les MG ont dominé les essais pour les catégories LMP 675, rien de très surprenant. Du côté de la catégorie LMGTS, bravo à Thomas Senge, pole position avec la Ferrari Maranello et les Porsche ont dominé les essais pour la catégorie LMGT. Rinaldo Capello, la pole.
Oui, on a effectivement besoin de terminer la course en première position. Parce que l'année dernière, souvenez-vous, j'étais en pole position, mais après quelques tours, nous avons eu quelques problèmes. Et finalement, j'ai terminé deuxième. Il y a 2 ans, j'avais aussi terminé en 3e position. Bon, j'espère que là, c'est la bonne. Une journée spéciale dans cette grande semaine des 24 heures du Mans, c'est la journée du vendredi, la journée des conférences, dont celle de l'Automobile Club de l'Ouest, agrémentée par la remise par Porsche, représentée par Norbert Singer, de la Porsche GT1 98, celle qui avait effectivement remporté l'édition 98 des 24 heures du Mans avec Laurent Aiello, Stéphane Ortelli, Alan McNish. Le trophée Spirit of Le Mans, remis à Sir Derek Bell, également citoyen d'honneur de la ville du Mans et quintuple vainqueur de ces 24 heures. Partout où vous allez, les gens disent « Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes pilote de course? Je vous croyais gérant dans une banque. » Non, je suis pilote et ils ne savent pas de quelle course il s'agit. Vous avez entendu parler du Mans? Ah oui, eh bien je l'ai gagné. Waouh, c'est spécial, c'est vrai, ce n'est pas l'unique raison, mais il y a quelque chose d'incroyable dans cette course. La taille du circuit, c'est quelques 14 km. La vitesse aussi, parce que de nos jours, les voitures vont à plus de 300 km/h sur la ligne droite de Mulsanne, disent les Anglais. Il y a tellement d'éléments aussi dramatiques ici. Il y a eu, c'est vrai, de gros accidents au fil des ans. Et puis aussi, c'est la 70e édition. Vous savez, il y a vraiment une grande histoire autour de cet événement. C'est aussi la route nationale de la Légion. Je crois que tout cela est à prendre en considération. Puis en plus, il y a 200 000 personnes qui viennent. La course a changé d'air. Avant, les pilotes arrivaient dans leur voiture, leur Bentley, leur Jag. Ils faisaient la course et ils rentraient chez eux dans la même voiture par la route. Ces jours sont révolus. Maintenant, la situation est très professionnelle. C'est ce qui met en fait la course à un très haut niveau de pilotage de cette course et c'est ce qui la rend aussi très spéciale. Nous y venons tous avec beaucoup de respect pour cet événement, mais aussi la piste du circuit que vous vouliez faire, c'est comme cela. Le Mans, c'est un événement dans l'année. C'est une course que vous devez programmer. Vous devez commencer et penser vers Noël. Il faut se dire, ok, j'ai eu l'hiver pour me relaxer de ma saison. Et vous devez vraiment vous mettre en condition, vous devez vous mettre en forme. Mais il n'y a pas que la condition physique, il y a aussi la condition mentale. Le Mans, c'est quelque chose de si fort que l'on se doit d'être soi-même très fort mentalement et d'être au mieux. Si quelqu'un me demandait ce qui s'est produit dans le passé, tu as 4 semaines pour préparer le Mans. Eh bien, je ne sais finalement pas si je voudrais le faire, parce que dans ce laps de temps, on n'a finalement pas le temps de se préparer mentalement. Derek Bell, citoyen d'honneur de la ville du Mans, et qui souhaite ici remettre le trophée Spirit of Le Mans. Je crois que je suis venu ici finalement tellement de fois. J'ai disputé 26 fois l'épreuve. J'ai aussi couru le Grand Prix ici il y a longtemps. J'ai fait des courses GT. J'ai participé au tournage du film avec Steve McQueen dans les années 70. Je me sens adopté par Le Mans. C'est un petit peu comme ma deuxième maison. C'est la course que j'ai finalement le plus disputée. C'est ici aussi que j'ai le mieux réussi. En un sens, c'est un grand honneur, une grande distinction de recevoir ce trophée. Nous avons été très peu être aussi assidus et avoir aussi beaucoup donné à cette course. Sir Derek Bell, le vendredi, disions-nous, la journée des conférences, passage par l'hospitality, disons les termes avec le côté international de chez Audi. Le constructeur allemand est présent depuis 1999, impressionnante machine à gagner, vue, analysée et commentée par les plus grands, à commencer par Mario Andretti. Pour lui, ce qui prime, c'est la préparation. Préparation. L'approche d'Audi concernant cette course est absolument incroyable. S'associer ici avec le Team Yost est une idée brillante en raison de l'expérience de cette équipe. Et les capacités en matière d'engineering sont absolument incroyables. Ils s'occupent de tous les aspects de l'entretien de la voiture, des problèmes potentiels et de tout ce qui peut arriver pendant la compétition.
Ils sont venus ici pour gagner. Pour Don Panos, ils sont très concentrés, ils sont bien managés, il y a une très bonne organisation dans le team, mais ça, c'est le lot commun du sport automobile. Audi a démarré ce programme avec la volonté de gagner, et quand ils ont gagné, ils sont revenus, et c'est aussi pourquoi il faut les féliciter. Ils ont réussi à étudier toutes les possibilités, et avec succès, leur rapidité de changement de boîte de vitesse est déjà bien connue. En fait, ils sont capables de mettre le doigt sur un problème et de le résoudre sans perdre un tour. Quand on regarde le temps passé au stand pour les vainqueurs de l'année dernière, moins d'une demi-heure, c'est incroyable. Gagner une course de 24 heures en ayant moins de 30 minutes d'arrêt au stand, c'est déjà en soi une sorte de record. La différence entre Audi et nous, c'est très facile. Audi, c'est une armée, nous, c'est un commando. La vraie raison, c'est des milliers d'heures de soufflerie. C'est un moteur qui est au banc 365 jours par an. C'est des développements absolument continuels. C'est énormément d'expérience, beaucoup de bon sens. C'est une approche de l'endurance la plus réaliste avec des possibilités d'intervention les plus rapides. Donc tous ces éléments font que Audi est maintenant une équipe imbattable. Après les propos d'Henri Pescarolo, la machine a gagné Audi, décrite par Emanuele Pirro, pilote Audi. C'est un secret que nous voulons garder pour nous. Non, je pense qu'en un mot, on pourrait dire que c'est l'approche. Tout d'abord, nous ne sous-estimons pas les difficultés de la course. Quand la voiture a été construite, elle a été construite la première année avec des éléments très résistants pour être sûr que nous pourrions terminer malgré la vitesse. C'est ce que nous avons fait. Nous avons récolté beaucoup d'informations. La deuxième année, c'est-à-dire il y a 2 ans, Audi a fabriqué une voiture la meilleure possible, aussi rapide que possible, et conçue pour avoir une bonne accessibilité afin de pouvoir changer tous les éléments le plus rapidement possible. Parce que nous ne pensons pas que pour gagner Le Mans, on peut le faire sans aucun problème mécanique. Nous pensons qu'il est possible de gagner la course en ayant quelques problèmes techniques et il faut pouvoir les réparer très rapidement. Emanuele Pirro, c'est un petit peu la star de ces 24 heures du Mans avec Frank Biela et Tom Christensen. C'est vrai que vous avez là l'équipage qui a gagné les 2 précédentes éditions de ces 24 heures du Mans. Ça fonctionne très bien. Nous sommes très proches et nous nous ressemblons dans notre type de conduite pour ce qui est du réglage de la voiture. L'organisation qui nous entoure ici est très professionnelle. La relation entre Ingolstadt, le team Jost et les pilotes est bonne. Si vous ajoutez à cela le temps passé à développer la voiture, alors tout est réuni pour que ça marche bien. Nous devons seulement nous assurer que ça marchera pour Audi une 3e fois. Nous avons plus ou moins la même morphologie. Je suis le plus petit, mais cela convient, l'ergonomie du siège, très nécessaire pour bien sentir les pédales et les autres manettes, ce dont on a besoin pour supporter la pression énorme qui s'exerce sur le corps pendant la course. Ce qui nous rapproche aussi, c'est que nous aimons les mêmes réglages pour la voiture. Nous voulons tous les 3 que la voiture pousse dans le même sens. Ça, c'est très important. L'Audi est une excellente voiture, mais cela ne suffit pas si l'un souhaite du survirage et l'autre le contraire, ou si l'un veut des réglages souples et l'autre durs. Nous sommes assez proches pour cela, ce qui signifie que nous sommes capables de conduire de manière constante à un rythme élevé. Audi, la machine a gagné. Suite, c'est bien justement pour qu'elle poursuive sa glorieuse destinée, à savoir une 3e victoire au Mans. La machine Audi, il lui faut à sa tête un homme orchestre, c'est ce monsieur, le Dr Ulrich. Si la course se termine par un succès pour la 3e fois, la seule chose dont je suis sûr, c'est qu'il y aura une grande fête. Les 24 heures du Mans pour une marque, c'est une formidable plateforme de communication, un outil stratégique de promotion, c'est en tout cas l'avis de Mario Andretti. Tout dépend de la stratégie de la marque. Où elle voudra être présente et comment elle voudra être perçue. Bien sûr, ils ont déjà augmenté le niveau. Je veux dire par là qu'ils ont créé une nouvelle dimension pour eux-mêmes, pour ce qui est d'être un incroyable joueur dans le monde du sport automobile, ce qui est déjà un superbe statut. Encore une fois, pour une technologie et des performances maximales,
L'entrée en Formule 1 a un sens, mais à eux de décider s'ils en ont besoin ou pas. Personnellement, j'aimerais beaucoup voir ça. J'aimerais voir toutes les marques si impliquées dans le sport continuer à le supporter parce que c'est vraiment beau pour le sport. Passons chez le voisin anglais, Bentley. La prestigieuse marque britannique avait l'année passée obtenu des retombées considérables avec sa 3e place au classement général. Après 2002, le programme Bentley aura-t-il une suite? La réponse d'Alistair McQueen. C'est toujours d'actualité. Nous reviendrons avec 2 voitures ou plus. Il y a encore beaucoup de questions concernant les règlements. Il y a de nouveaux règlements pour 2004. Soit nous continuons à développer cette voiture ou nous en construisons une nouvelle. Nous n'avons pas encore décidé. Si nous ne fabriquons pas une nouvelle voiture l'année prochaine, nous aurons une voiture en accord avec les règlements de 2004, ce qui a du sens. Mais nous risquons de ne pas gagner l'année prochaine si nous ne faisons pas une nouvelle voiture pour 2003. Tout reste encore en suspens et nous espérons pouvoir prendre une décision très prochainement. Le vendredi, c'est aussi le jour de la parade des pilotes supervisée par Classic Automotive. Plus de 100 000 personnes dans les rues du Mans. Ambiance très festive. Allez, sonnez, trompettes, claquez, décibels. Voici les héros. Good morning Le Mans. Bienvenue dans la capitale sartoise. Oui, vous avez vu la parade des pilotes, la fête foraine. Voici une 3e image typiquement Le Mans, celle de ces campings au petit matin. Ici c'est samedi matin avec en bruit de fond le warm-up qui a débuté pour les voitures, les 50 au départ de cette 70e édition des 24 heures du Mans. Bien des spectateurs ont fait parfois bien des centaines sinon des milliers de kilomètres pour rejoindre la capitale sartoise avec du côté de ce même camping justement des Porsche, de belles anglaises. Vous savez Christian Lavieille que finalement nous avons le sentiment que c'est bien la course des 24 heures du Mans qui occasionne les campings les plus luxueux en Europe au moins une fois par an. C'est vrai qu'on découvre une autre clientèle, une autre culture du sport mécanique, surtout pour les Anglais. J'étais vraiment épaté quand on voit des GT40 en train de faire du camping ou des Ferrari ou des Bentley en train de faire un petit pique-nique à Indianapolis. C'est vraiment extraordinaire. Ah oui, c'est le fameux Spirit of Le Mans avec, comme Jerry Guell le rappelait d'ailleurs un petit peu plus tôt, le fait que l'on venait autrefois pour faire la course avec la voiture par la route et l'on repartait après avec le même moyen de transport. C'est vrai que ces 24 heures du Mans, c'est chaque année plus de 200 000 spectateurs. C'est Sébastien Bourdet, c'est vrai, une ambiance typique qui rime avec unique et de belles expositions aussi par rapport à un héros de votre jeunesse, j'en suis sûr, et Michel Vaillant bien entendu. Oui, complètement. C'est toujours une ambiance très très particulière avec beaucoup d'animation et puis toujours des très belles expositions. Donc une semaine très intéressante. Oui, hommage à Michel Vaillant puisque cette année 2002, les 24 heures du Mans serviront pour le tournage du film Michel Vaillant produit par Luc Besson. Spirit of Le Mans, again, avec le salut des pilotes Bentley aux spectateurs en général et qui plus est aux British supporters en particulier. S'ils sont venus, c'est parce qu'il y a effectivement les Bentley et c'est parce qu'il y a aussi les MG. Les couleurs du drapeau américain qui caractérisent les panneaux, notamment le numéro 12 de Gunnar Janet, le petit jeune de ces 24 heures du Mans, tout juste 20 ans, David Deneuve, Bill Oberlen. Voici le dit numéro 3, justement 3e des essais, voiture qui sera pilotée par Michael Krum, Philippe Peter et par Marco Werner. La numéro 2 qui est acheminée vers une place de choix, celle de la pole position. Bon anniversaire à toute l'équipe d'Yves Courage, et oui, 20 ans de courage compétition. Le décor est planté, la magie des 24 heures du Mans vue par Jack Hicks, le recordman avec ses 6 victoires au Mans. Je dois essayer d'imaginer ce que ressent un pilote et bien sûr j'ai connu cette sensation dans le passé.
C'est vrai que les 24 heures du Mans sont une course unique, une course vraiment unique, et c'est le genre de course que vous aimez gagner, ne serait-ce qu'une fois. Tous ces pilotes qui conduisent ces superbes voitures, je suis sûr qu'ils doivent être anxieux. Comme pour les autres nuits, le but des 24 heures est d'avoir la meilleure course avec le moins d'accidents. Pour moi, une des satisfactions, c'est quand une course se déroule sans accident, sans blessés. Je pense que la sécurité doit être l'objectif numéro 1 au-dessus de tout le reste. L'année dernière, nous avons eu des conditions effroyables pour les 24 heures, avec une pluie quasiment incessante, de telle manière que la quantité d'eau aux différents endroits de la piste était différente. De ce fait, il n'est pas difficile de neutraliser la course, et je crois que c'est ce que j'ai fait au moins 5 fois. Et apparemment, tout le monde était content. Les voitures avec cette largeur de pneus, même avec des pneus pluie, sont très difficiles à conduire. Aujourd'hui, faire entrer le safety car sur la piste me semble être la solution la plus intelligente pour les courses. Je ne pense pas qu'il soit facile de faire des prédictions pour les sports mécaniques, car parfois on a vu dans le passé que quelquefois on ne s'attend pas à trouver un vainqueur précis. C'est ce qui est intéressant d'ailleurs sur une course de 24 heures. Parfois vous êtes le leader, mais vous n'avez aucune garantie de victoire. En même temps que nous prêtions une écoute studieuse au propos de Jack Hicks, nous avons revu des images de l'édition pluvieuse des 24 heures du Mans 2001. Là, c'est le côté soleil, avec à l'heure de la présentation des équipages, et bien justement un équipage très particulier. Mesdames et messieurs, il s'agit tout simplement des danseuses du Moulin Rouge. Autour de l'équipage vainqueur des 2 précédentes éditions des 24 heures du Mans, Franck Biella, Tom Christensen et Emmanuel Pirot qui aimerait bien confirmer le jamais 203. Voilà, nous sommes donc ce samedi 15 juin de l'année 2002. Le départ approche. Sébastien Bourdet, c'est vous qui allez prendre justement le départ sur la courage à moteur Peugeot. On vous voit d'ailleurs. Quel personnage êtes-vous là à cet instant-ci de la procédure de départ ? Bon, plutôt serein. De toute façon, la stratégie d'équipe avec Henri était très claire. Il fallait prendre aucun risque au départ et juste essayer de prendre un bon rythme pour bien se lancer dans la course. Donc, je dirais que les 2 voitures se suivaient. Il fallait prendre aucun risque. C'était je dirais, un souhait vraiment très clair d'Henri. Donc, on a été très très prudent. Vous-même Sébastien pour le relais de départ sur la numéro 17 et nous avons vu également Stéphane Ortelli sur la numéro 18. Attention dans le ciel. C'est extraordinaire. Une ovation magistrale pour les pilotes et les équipages au départ des 70e 24 heures du Mans. Allez-y! Et comme pour justement mieux rendre hommage à ces équipages au départ, le passage dans le ciel manceau de la patrouille de France. Christian Lavieille, j'imagine que comme pour les régimes moteurs, vous avez justement peut-être ce que j'appellerais un régime cardiaque, un cœur qui se met à battre un peu plus fort à cet instant-ci, car c'est le fameux départ du Tour de Chauffe. Non, je crois pas trop. C'est bon, comme répète Sébastien, c'est une course d'endurance. Il faut savoir partir dans le bon rythme, mais être sage aussi, parce qu'il y a 24 heures à faire. Donc c'est vrai que ne pas tout gâcher dans les premières minutes de course. Donc avec l'expérience, même si pour moi c'est une première en auto, j'ai quand même acquis 40 épreuves de 24 heures. Avec l'expérience, c'est vrai que maintenant je suis assez serein. Mais bon, c'est vrai que je pense qu'il y a des pilotes qui ont énormément de pression, surtout ceux qui jouent les avant-postes comme les 3 Audi de devant. Christian Lavieille, vous êtes sur la Porsche numéro 72 que l'on verra évidemment pendant cette course, un volant partagé avec Olivier Thévenin et bien entendu celui qui est aussi le maître d'œuvre de cette équipe, Luc Alphand. L'équipe d'ailleurs s'appelle Luc Alphand Adventure. Un petit mot sur cette voiture, une Porsche donc dans la catégorie LMGT. Une Porsche GT3R, une voiture qui est très sympa à piloter, qui a fait preuve de fiabilité, donc c'est pour ça que la structure Luc Alphand Adventure a investi sur ce produit.
Nos ambitions, c'est de rallier l'arrivée et pourquoi pas d'essayer de faire un podium. Avec la grille de départ, le rappel que la première ligne est monopolisée par les deux Audi R8. La première des non-Audi est finalement la Dallara moteur Judd, l'Oreca Dallara numéro 14. Bon résultat également aux essais des Cadillacs. Ce sera Emmanuel Collard qui sera au départ sur la voiture numéro 7, Christophe Tinsault sur la numéro 6, Yann Magnussen sur la Panose numéro 11, la Bentley également qui a réalisé le 11e chrono lors des essais. Un temps de 3,36 également pour la Courage à moteur Judd qui sera aux mains de Boris de Richebourg, juste devant l'Ascari numéro 21. L'Audi numéro 15 sera la voiture du team Audi Sport Japan Team Go, Hiroki Kato et non Yannick Delmas pour le départ. Sébastien Bourdet donc avec le 19e chrono sur cette grille de départ, juste devant la MG Lola numéro 30, la voiture du Nighthawk Racing du côté des LMGTS. Rappelle que c'est donc la Ferrari Maranello du team ProDrive qui a réalisé le meilleur temps devant la Corvette numéro 63 et devant la première des Chrysler qui est la numéro 50 de Christophe Bouchu, vainqueur Le Mans 1993, de Patrice Gaulard et de Vincent Vos. Il y a également une Chrysler Viper qui vient de la Hollande avec la numéro 53 de Mike Hesmans, d'Anthony Kumpen et de Gabriele Matteuzzi. Du côté des Porsche, c'est donc la voiture du Teams Racers Group avec Kevin Buckler, Lucas Lour et Timo Bernhard qui a réalisé le meilleur temps. Une catégorie LMGT encore plus riche que par le passé, avec non seulement les Porsche mais aussi les Ferrari Modena. Il y a même une Morgan et l'on va découvrir une voiture GT hollandaise. C'est la Spiker de Cox de Hugenholtz et de Norman Simon. Nous avons de la chance, c'est vrai qu'il fait très beau, il fait très chaud. Sébastien le rappelle que ces coups de volant droite-gauche sont motivés pour les pilotes de sorte à avoir ainsi les pneus en bonne température juste pour l'instant du départ. Oui, complètement. Pendant les relais et durant la course, je dirais, on a l'habitude de partir avec des pneus chauds, alors que là, la mise en place des voitures en épi a fait refroidir énormément les pneus, donc il faut faire très attention au départ de ne pas partir à la faute suite à des pneus froids. 50 voitures sur la grille de départ, 17 marques de moteurs et regardez bien justement à l'approche du virage de Mulsanne, le premier des incidents avant même que le départ ne soit donné. C'est quelques étincelles qui se dégagent de l'avant gauche de l'Audi numéro 3. Et oui, le premier incident qui survient dans le fameux tour de formation, il affecte cette même voiture avec une crevaison pour le pneu avant gauche. L'Audi R8 qui sera piloté par Michel Krum, Philippe Peter, Marco Werner. Évidemment, dans le stand, on est prêt pour recevoir cette voiture. Sébastien Bourdet, en fait, un premier coup dur pour le pilote parce qu'il ne va pas prendre le départ autrement que depuis les stands. Ouais, c'est probablement très difficile. En plus, ils étaient bien qualifiés sur la grille, je pense qu'ils espéraient pouvoir se mêler à la bagarre. Là, tout de suite, une crevaison, un contre-temps fâcheux. Ouais. Ce qui fait donc que les Audi numéro 1 et 2, la 2 en fait devant le 1 puisque pole position avec Rinaldo Capello vont se retrouver évidemment et naturellement aux avant-postes. Les relais de départ avec Johnny Herbert, vainqueur au Mans avec la Mazda en 1991 sur la voiture numéro 2 et Tom Christensen sur la numéro 1. Derrière, vous reconnaissez donc l'Oreca Dallara moteur Judd de Stéphane Sarrazin, de Franck Montagny, de Nicolas Minassian. Et puis cette voiture avec une carrosserie déco un peu style drapeau à damier, c'est justement la fameuse Dome moteur Judd de Yann Lammers, de Val-Ilbrand et de Tom Cornell. À la pendule Rolex des 24 heures du Mans, on est prêt pour le compte à rebours. 24 heures, il fait 24 degrés. Élément important, c'est le vent, une vitesse qui montre qu'il est quasiment nul, sinon même néant. Ce vent autour des 24 heures du Mans. Par contre, elles ont le vent en poupe. Ce sont les Audi en quête d'une 3e victoire consécutive. Attention, c'est le grand moment du départ, drapeau tricolore avec Luc Besson pour ainsi libérer les 50 voitures au départ de cette 70e édition des 24 heures du Mans. Un départ impeccable pour les deux Audi R8. Attention au freinage du ralentisseur Dunlop avec un premier duel qui tourne à l'avantage de Johnny Herbert devant Tom Christensen. Très bon départ également, mais quelque part ce n'est pas une surprise pour Yann Lammers avec la fameuse Dome hollandaise qui se place en 3e position. Bon départ également des MG. La première de ces voitures est en chasse derrière les deux Oreca Dallara du PlayStation Team Oreca. Très bonne voiture, c'est vrai, qui ont déjà dominé les essais pour la catégorie LMP 675. C'est bien parti également pour les Cadillacs avec Christophe Tinsault sur la voiture numéro 6. Sébastien Bourdet, nous avons l'arrêt de l'Audi numéro 3 évidemment pour le changement non pas du pneu avant gauche mais de l'ensemble des pneus. Ne trouvez-vous pas qu'il y a eu un petit duel déjà d'entrée de jeu, on l'avait vu au freinage de l'Analope entre les deux pilotes Audi, Johnny Herbert et Tom Christensen. Ça vaut le coup d'être filmé. Ouais, j'étais un petit peu étonné d'ailleurs parce que
en général, il y a quand même des consignes d'équipe qui sont assez prudentes pour ces départs, parce qu'on a déjà vu des incidents dramatiques entre des voitures sœurs. Donc j'étais un petit peu étonné. Ouais. Alors ce classement donc avec les Audi numéro 2 et numéro 1, première et deuxième de ce classement, le Dôme numéro 16 pour la troisième place. Quant à l'Audi numéro 3, elle est évidemment repartie, elle est en 50e position, elle a entamé sa remontée avec un joli travers Sébastien, la sortie du virage d'Arnage et déjà les premiers arrêts stand, notamment pour la Panoz numéro 11 qui avait été victime d'un début d'incendie à l'occasion de la deuxième soirée d'essais qualificatifs. En tout cas, elle tourne parfaitement bien, les Audi numéro 2 et 1, première et deuxième du classement avec Johnny Herbert devant Tom Christensen et puis un bon départ également de la Bentley numéro 8. Alors garde peut-être aux premières petites fautes de début de course Sébastien ici à la deuxième chicane du Nodière, apparemment un petit travers d'Olivier Beretta. Ouais, apparemment sur ce que j'avais entendu il s'est fait une petite chaleur et est parti dans un triple tête à queue à l'approche d'une chicane et, ça peut toujours mal se terminer. Heureusement là ça n'a pas été le cas. Et en tout cas, c'est très chaud pour l'MG numéro 27 de Mark Blundell, de Julian Bailey, de Kevin McGarity et c'est malheureusement déjà fini. Eh oui, 25 minutes de course seulement pour Yojiro Terada avec son auto-exé moteur Mazda. Un arrêt aussi pour la Morgan numéro 73, Christian Lavieille. Est-ce que l'on n'a pas justement quelque part l'angoisse des arrêts, je dirais, contraires au tableau de marche d'entrée de jeu? Ici, l'Audi numéro 2, on guette justement sa voiture en se disant pourvu qu'elle ne s'arrête pas très vite dans la course. Il est vrai qu'il faut toujours respecter le tableau de marche et une course d'endurance, ça se gagne sur la piste, mais ça se gagne surtout dans les stands. Et c'est vrai que dès qu'on a des arrêts imprévus, c'est du temps de perdu et on ne le regagnera jamais sur la piste. Donc on est toujours à l'affût du moins de problèmes. C'est vrai que la moindre crevaison, c'est un gros handicap déjà, puisqu'on risque de détruire un petit peu la loto et puis c'est un gain de temps irrattrapable. Finalement, Christian Lavieille, qui est-ce que le plus stressant? Est-ce que c'est un départ de 24 heures moto ou un départ de 24 heures voiture? Je pense que c'est moto parce que déjà on est beaucoup plus sur le fil du rasoir le premier tour, les pneus sont froids et c'est vrai que les deux premiers tours en moto c'est très délicat. Même si leur premier arrêt ravitaillement a été observé avec un décalage d'un tour, il n'empêche qu'elles se sont retrouvées. Elles, ce sont les deux Audi R8, la numéro 1 toujours avec Tom Christensen, la numéro 2 avec Johnny Herbert et l'arrêt également de la version 2001 de l'Audi R8. C'est la voiture du Audi Sport Japan Team Go de Seiji Hara, de Hiroki Kato et du quadruple vainqueur des 24 heures du Mans. Il s'agit de Yannick Dalmas. Attention du côté de Audière avec le premier freinage, un très bon freinage de JJ Leto qui d'ailleurs avait gagné l'édition 1995 des 24 heures du Mans. Souvenez-vous, c'était sur une McLaren F1 GTR. Il y avait notamment avec lui Yannick Dalmas, des Cadillacs qui, à l'évidence, ont bien progressé en vitesse de pointe. Le classement général après la première heure de course, les Audi numéro 2 et 1 en tête de la course, troisième place pour l'Audi japonaise numéro 5 et donc la Cadillac numéro 7 qui est en quatrième position pour les MG. Bon début de course également puisque les deux voitures usines sont 7 et 8e. Et attention à ce premier incident dans le déroulement de ces 70e 24 heures du Mans. La zone, le secteur du circuit concerné, c'est le virage d'Indianapolis. Sébastien Bourdet, votre commentaire sur cette sortie très impressionnante de l'Ascari numéro 21, alors pilotée par Werner Lubberger. Ouais, très grosse sortie et beaucoup de chance. Rupture de suspension manifestement. Cette voiture venait juste de me redépasser. Je ne sais pas quel avait été le problème précédemment, mais j'avoue que j'ai été très inquiet pour Werner Lubberger, que je connais un petit peu, parce que dans ce genre de sortie, ça peut vraiment très mal se finir. Et là, gros coup de chance. Voilà, effectivement, un pilote indemne et tant mieux. Tout droit, une voiture qui termine le long des piles de pneus dans ce virage d'Indianapolis. La 2 numéro 16 qui subit la pression des deux MG usines, tandis que la numéro 30 du Nighthawk Racing est victime d'un passage dans le bac. Du côté des voitures de la catégorie LMGT, Christian Lavieille, la Porsche numéro 80, c'est vrai, c'est la voiture du team Freisinger. Elle fait partie des favoris d'ailleurs dans cette catégorie. Attention à un freinage ici entre la Highland Scott et la Ferrari. C'est vrai que c'est un petit peu l'épouvantail. Bon, il y a un très bon équipage. Freisinger a fait ses preuves depuis des années. Il est né avec des Porsche dans les mains et je crois qu'il sait faire marcher cette voiture. Il sait s'entourer de très bons pilotes. Il a toujours un soutien de l'usine. Bon, c'est pour ça qu'on le retrouve aux avant-postes et c'est vrai que c'est pas un hasard.
Une voiture qui est elle aussi aux avant-postes. Et comme vous le dites, Christian Lavieille, ce n'est pas un hasard. C'est l'Audi numéro 1 avec un premier relais, premier changement de pilote. C'est Tom Christensen qui relaie donc Franck Biella sur la voiture numéro 1. Passage par les stands également pour les voitures de la catégorie LMGTS. Nous avons vu la Corvette C5R. Tom Christensen qui sera lui-même en quête d'une 4e victoire personnelle. Et voyez justement, Sébastien, vous pouvez en attester vous aussi. On est très bien orchestré du côté de chez Audi. La 1 reprend la piste juste avant que la 2 ne repasse à sa hauteur. Oui, complètement. Un balai qui semble vraiment très bien rodé et des voitures qui tournent comme des horloges. Le succès en vue. Avec pas mal de trafic également du côté du virage d'Arnage. Vous retrouvez ici les Audi qui ici reviennent dans le sillage des voitures du team Duc de Chonnac, des Porsche de la catégorie LMGT. On reconnaît également l'une des courages à moteur Peugeot. Est-ce que c'est bien parti pour vous ces 24 heures du Mans, Sébastien? Oui, tout à fait. On a fait un bon début de course avec, je dirais, un premier relais qui s'est bien déroulé. Une voiture qui se comporte plutôt bien, une légère usure des pneus arrière un petit peu prématurée, mais bon, rien de bien grave. Et bon, là on voit que c'est très chaud avec les attardés. Donc, ah oui, une très belle image là dans l'enchaînement de la nouvelle portion avec la Panos Mugen qui a été finalement une involontaire arbitre dans ce duel entre les Audi numéro 1 et les Audi numéro 2. Revoyez cette image, il n'y a finalement qu'une trajectoire, un Tom Christensen qui cherche à droite, à gauche en tout cas une ouverture de porte et ça suffit. L'Audi numéro 2 est passé, mesdames et messieurs, en tête de la course avec Rinaldo Capello, Johnny Herbert et Christian Pescatori. Mais Christian Lavieille, n'est-ce pas votre voiture ici aux mains d'Olivier Thévenin? Une crevaison? Une crevaison, une première, et bon, c'est vrai qu'on a eu quelques petits soucis, on a eu un petit peu de malchance et on n'a pas été épargné par les crevaisons, malheureusement, on en a eu 5 au total et bon, c'était partie des aléas d'une course d'endurance. Alors, ironie du sort, cette Audi numéro 3, elle aussi était victime au moment du départ d'une première crevaison. Heureusement, tout va mieux pour elle. À nouveau le virage d'Arnage avec un freinage et une petite touchette entre la courage à moteur Peugeot ici aux mains d'Eric Hellary et là Reinhard Telemann numéro 28. Sébastien, quelle incidence peut avoir justement ce genre de contact entre deux voitures si tôt dans la course? En l'occurrence, aucune puisque le contact est très léger, mais c'est vrai qu'en mésestimant un petit peu la longueur des autos qui sont vraiment de dimension très importante, on peut vraiment avoir un incident qui ruine la course comme ça sur une toute petite erreur. Puisqu'il montre également que la course est partie, elle aussi avec un rythme très soutenu. Les Panos, Audi et attention du côté de la chicane PlayStation dans l'Unaudière avec ce hors-piste pour la Chrysler Viper numéro 53. La voiture qui est engagée par le team hollandais, le Carsports Hollande, Mike Esmans, Anthony Kumpen et de Gabriele Matteuzzi. Incontestablement, la voiture a souffert. L'arrêt stand pour la Cadillac numéro 6, la Cadillac North Star du team Cadillac avec Wayne Taylor, Max Angelelli, Christophe Tinceau d'ailleurs qui a effectué ce relais de départ qui va être ici relayé par Max Angelelli, puis un joli soleil pour accueillir la Bentley numéro 8. Quelques instants donc, on ne loupe surtout pas une miette. Max Angelelli, il y a toujours Sébastien et Christian d'ailleurs ce contact permanent entre justement le pilote et puis les ingénieurs car semble-t-il Max Angelelli a quelques difficultés là pour relancer la voiture alors que du côté du virage d'Arnage, encore une fois il y a eu un très joli freinage avec la Courage qui a quand même pris au freinage la Ferrari Maranello. Elle était bien tassée là par ces deux protos. C'est bien d'être au contact entre équipiers pour faire part un petit peu des petits problèmes sur la piste, des petits problèmes de comportement de l'auto, de la dégradation des pneumatiques. On peut remarquer que c'est toujours aussi beau à avoir un ravitaillement, toujours aussi orchestré, que ce soit chez Cadillac, chez Bentley. Bon, c'est l'endurance et ça fait partie de la magie de l'endurance. Une trajectoire un tout petit peu trop large pour la Panos Mugen de la vénézuélienne Milka Duno, de Didier de Rodriguez, de John Graham. Et un stop and go pour l'Audi numéro 1. Voiture qui joue évidemment les premiers rôles en tête de la course avec une vitesse excessive dans la voie des stands. Ça, mesdames et messieurs, c'est réservé pour Radio Le Mans 91.2 FM. Alors de quoi s'agit-il? Savoir en fait que les 24 heures du Mans c'est une course très internationale. Il y a Radio 24 heures qui est celle qui retransmet en FM les commentaires des speakers. Et là, Radio Le Mans, mesdames et messieurs, on va justement s'imprégner de la langue de Shakespeare. Faites état de l'arrêt de l'Audi numéro 2 avec justement le British guy qu'est Johnny Herbert. I'll tell you what, he's talking about Murray Walker. His trousers are on fire. I've just been talking to Dick Martin of IMSA, who very kindly told me that you hear
Johnny Herbert's just left the pits. He didn't take on new tyres. Dick Martin of IMSA told me that Tom Christensen was shown the black flag 3 times before he came in. That would explain, Stuart, I think, why then Dr. Ulrich had to get on the pit wall. Alors là, nos amis de Radio Le Mans, Sébastien, ont mis en valeur d'une part le très bon tableau de marche de la Bentley numéro 8, à n'en pas douter, mais on le voit aussi, ils sont assez admiratifs pour les relais de départ de Johnny Herbert. Je dis bien les relais de départ parce qu'il va rester un bon bout de temps en fait au volant de cette voiture. Raisonnablement, combien de temps peut-on rester comme ça au volant d'une voiture comme une Audi en début de course? 2 heures, 3 heures? Je dirais une Audi, je sais pas trop. Nous, au niveau de la Courage Pescarolo, c'était 3 relais, donc ça peut aller selon les circonstances jusqu'à 2h45. Alors vous voyez également que les caméras étaient très nombreuses. On était dans les loges commentateurs pour l'équipe de France Télévisions. Il y avait Lionel Chamoulot, il y avait également le consultant qui est Philippe Alliot pour justement faire part des moindres faits de course avec ici ce tête à queue de la Reinhard Telemann du Team Rock, de Jordi Jenney, de Peter Owen et de Mark Smithson. Une voiture qui franchement éblouit parce que d'une part c'est une Ferrari et que le simple fait de prononcer ces syllabes magiques Ferrari, ça suffit pour justement éveiller encore davantage de magie. Et puis cette voiture, elle est en tête de la catégorie LM GTS devant les Corvettes et devant les Chrysler Viper. Et en fait, à l'image de la domination que la Ferrari exerce en catégorie GT, nous avons pour les MG le même constat, à savoir des voitures vraiment faciles, dominatrices ou presque de la catégorie LMP 675. Avec notamment l'AMG numéro 26 d'Anthony Reid, de Ryan Hughes et de Johnny Kent, Sébastien Bourdet, ce qu'il a été difficile parfois de prendre le large par rapport à ces diablesses de MG, alors qu'ici c'est la Ryland Scott numéro 4 qui a effectué un tête à queue dans l'enchaînement des virages de la nouvelle portion. Ouais, là un tête à queue qui se termine très bien puisque c'est dans une des portions où il faut absolument pas sortir, les murs sont très proches. Pour en revenir au MG, oui, non seulement difficile de s'en débarrasser, mais déjà très difficile surtout de suivre le rythme, puisque leur rythme de course était 3,37 et c'était pour nous complètement insuivable. Donc on s'est occupé, je dirais pas trop de nos adversaires, on s'est focalisé sur notre propre rythme et nos propres sensations, sans regarder trop dans les rétros et trop devant non plus. Je rappellerai qu'il y avait 3 courages au départ de ces 24 heures du Mans, les 2 voitures à moteur Peugeot du team Pescarolo Sport et la numéro 13, le 13 est au départ, c'est de vous rappeler une bande dessinée avec la voiture à moteur Peugeot Courage Compétition de Didier Cottaz, de Boris de Richebourg et de Ted Bjork. En tout cas, les pneus Michelin, eux, ont de l'endurance. L'arrêt de l'Audi numéro 2, Johnny Herbert va effectivement laisser le volant. L'arrêt de la Porsche numéro 80 avec Jörg Bergmeister qui est l'un des pilotes du Freisinger Motorsport. Team Freisinger Motorsport qui est un team germanique avec donc Jörg Bergmeister et Sascha Maassen qui sont 2 Allemands, mais aussi un petit jeune français, c'est Romain Dumas. L'arrêt des 2 MG, la 27 Mark Brundle, Julian Bellet, Kevin McGarity, la 26 de Anthony Reid, de Warren Hughes et de Johnny Kane. Du côté des stands maintenant, nous allons écouter justement Warren Hughes qui nous fait part de son analyse quant au début de course des MG. Je suis très satisfait de la manière dont j'ai réglé ma voiture. C'est assez étonnant, je dois dire. L'équilibre est constant. J'ai déjà fait 2 relais avec un train de pneus et cette voiture est assez extraordinaire à conduire. Je dois tirer mon chapeau à MG et Lola pour le travail qu'ils ont fait. C'est une voiture stupéfiante et je suis vraiment enchanté de ce premier relais. Warren Hughes, britannique de 35 ans, deuxième venu aux 24 heures du Mans. Pour l'AMG, souvenez-vous que c'est un moteur 4 cylindres en ligne qui l'anime. Et attention du côté des faits de course avec dans l'échappatoire de la première chicane d'une Audière, l'Audi numéro 2 avec une crevaison du pneu arrière gauche. C'est finalement la 2e crevaison que l'on enregistre dans le clan Audi. Et Christian Lavieille, une autre aussi pour vous. Mais une 2e pour nous et ce n'est que le début d'une très longue série. Nous sommes très contents de nos pneus Michelin. Le problème est que des voitures sortent de piste et ramènent des graviers. Pas seulement nous, mais d'autres voitures aussi sont victimes de crevaisons. C'est donc un problème pour tout le monde sur ce circuit. Des images toujours impressionnantes dans tous les cas, tout comme un classement général qui rappelle que malgré ces incidents,
malgré ces crevaisons, les Audi restent les reines de ce début de course des 24 heures du Mans, avec en tête la numéro 1 de Frank Biela, de Tom Christensen, d'Emmanuel Pirot, et donc bien revenu, puisque deuxième dans ce classement, le Dier 8 numéro 3 de Michael Krum, de Philippe Peter et de Marco Werner. Attention sur la voiture numéro 1, c'est Emmanuel Pirot avec une portion Sébastien Bourdet très rapide ici, une voiture à plus de 300 km/h, alors qu'il y a finalement une nouvelle crevaison pour le 10 numéro 3 de Michael Krum, de Peter et de Marco Werner. Une crevaison, c'est vrai, qui ici pu survenir aux vitesses, c'est ce que l'on commençait à vous dire, entre par exemple les virages de Mulsanne et l'entrée de la portion Indianapolis-Arnage, on repasse justement la barre des 300 à l'heure. Ouais, complètement, c'est une des parties les plus émotionnantes, je dirais, puisque la piste est très étroite. En plus, on est entre les arbres et la piste est un petit peu bosselée, donc c'est une partie délicate, oui. Alors regardez bien ces images, elles sont elles aussi par nature très très impressionnantes, avec l'efficacité, la rapidité quant à la mise en action de ces mécaniciens, et les malheurs finalement des Audi font le bonheur au moins DMG, puisque nous en avons une ainsi rentrée dans le tiercé de tête. Pour les voitures de la catégorie LMGTS, 3 marques différentes pour le tiercé de tête, une Ferrari devant une Corvette et devant une Chrysler Viper. La mieux placée des Corvettes C5R étant la voiture numéro 63. C'est elle, c'est l'équipage qui avait gagné le classement LMGTS en 2001 avec Ron Fellows, avec Johnny O'Connell. Il y a un nouveau venu quand même dans cette formation, c'est Oliver Gavin. Attention, un tout droit pour la Porsche numéro 80. Nous sommes dans la chicane Michelin, la deuxième chicane des Hunaudières pour Kevin Buckler, pour Lucas Luhr, pour Timo Bernhardt. À votre avis, Christian Lavieille, c'est ce qu'on appelle un freinage au panneau trop tard, ça? Petit freinage un peu tardif, c'est vrai que c'est pas évident dans le bon équilibre au niveau des freins, surtout du train arrière. Là, on a vu qu'il a bloqué l'arrière gauche et c'est vrai que la Porsche est très difficile à gérer justement sur les freinages très appuyés comme ça. Crevaison pour la Ferrari numéro 71 du team de Jean-Michel Bourrèche et le soleil couchant. Sébastien, il peut être parfois un soleil aveuglant d'ailleurs, à l'image justement de ces images caméra embarquées avec la dôme de Masahiko Kondo. Ouais, soleil très difficile à gérer. Bon, là encore, au coucher, je dirais ça va encore à peu près. Par contre, au lever du soleil, c'est, je dirais, l'approche de la chicane Dunlop. Et là, on ne sait absolument plus où on est sur la piste. Et c'est vrai que ça pose parfois de gros soucis. Une dôme engagée par Masahiko Kondo. En ce moment, un relais effectué par Ian McCallar Jr. On a vu finalement Sébastien avec quelle facilité presque déconcertante. Le 10 numéro 2 a réussi juste avant l'enchaînement à Indianapolis-Arnage à dépasser cette dôme qui reste une excellente voiture pourtant. Ouais, c'est presque complètement une autre catégorie. On peut vraiment se dire que c'est impossible de se battre. Ian McCallar Jr. qui joue même des mains pour justement montrer au pilote de l'une des deux MG qu'il peut lui faire à l'intérieur à l'entrée de cette deuxième chicane d'une Audière. Diable 2 MG, ah là là, la numéro 26, la voiture de Anthony Reck, de Warren Hughes et de Johnny Kane qui ici bataille dure au freinage du virage de Mulsanne avec l'Oreca d'Alarajot d'Olivier Beretta, de Pedro Lamy et d'Eric Comas. C'est effectivement le portugais Pedro Lamy qui en soi effectue une petite performance, parce que sachez que c'est à partir de 20h seulement qu'il a fait connaissance avec ses 24 heures du Mans. Au préalable, il était à l'étranger pour disputer une course du V8 Star. Et puis ça, Franck Lagorce, il est au volant de la Courage à moteur Peugeot. C'est aussi votre voiture, Sébastien Bourdet. On arrive comme ça dans ce qu'on suppose être l'une d'hier à lâcher le volant, ne serait-ce que pour bien ajuster justement ses gants. Ouais, bah, c'est une bonne voiture, elle roule toute seule, toute droite, donc impeccable. Voilà, c'est comme dans un fauteuil, c'est comme dans une Courage à moteur Peugeot, qui plus est engagée par le célébrissime Henri Pescarolo. Les Audi, avions de chasse, on le sait, des machines à gagner, mais elles ne sont pas toutes infaillibles. Preuve en est avec le numéro 5 qui a été rentré dans son stand. En tout cas, RAS, sinon de dire que tout va bien pour la Bentley numéro 8. Les Audi sont quelques tours devant nous et cela n'est pas très encourageant pour le reste des voitures. Il y a une bonne bagarre derrière elle et nous sommes en plein dedans. Nous comptons donc sur notre fiabilité. Nous espérons que nous n'aurons pas de problème comme nous en avons déjà eu. Pour la vitesse, nous faisons jeu égal avec les autres. C'est donc une bonne course. C'est vrai que c'est une belle course, c'est vrai que c'est une bonne course et c'est vrai que c'est une ambiance Le Mans comme nous l'aimons. La Bentley numéro 8, c'est la voiture de Butch Leisinger, effectivement, d'Andy Wallace, c'est du Belge mais qui vit aux États-Unis, qui est Eric Van de Poel. Cet équipage-là avait terminé 3e en 2001, qui ne le sait pas. Évidemment, l'équipe a une seule et unique ambition, c'est faire aussi bien
si ce n'est mieux que l'année dernière, mais c'est vrai, avouons-le tout de même, ce sera difficile. Elles tournent bien également les deux Oreca Dallara Motor John. En fait, elles sont dans le classement à peu près au même niveau que la Bentley numéro 8, et puis vous êtes juste derrière, Sébastien. Est-ce que justement la Bentley numéro 8 a aussi été pour les voitures d'Henri Pescarolo, verte et leur couleur quasi commune, une redoutable adversaire? Oui, une voiture de toute façon très adaptée au circuit Monceau. Je dirais qu'on pouvait encore une fois difficilement se battre contre cette usine, une fois encore. Vous allez quitter le stand de Sébastien Bourdet pour entamer un relais entre chien et loup, puisque le soleil se couche. Est-ce que justement c'est le bon relais qu'il faut prendre, celui qui sera celui un petit peu de la transition de luminosité entre la lumière du jour et par conséquent l'ambiance nocturne? C'est vrai que c'est un petit peu moins difficile de voir le changement de luminosité se faire plutôt que d'arriver directement pendant la nuit. Mais bon, c'est aussi une question d'habitude et une question d'expérience. Après sérieuse inspection, on vient de ressortir du stand l'Audi numéro 5. Elle va être reprise par Hiroki Kato, voiture également aux mains de Seiji Hara et de Yannick Dalmas, alors que plafonne presque à 300 km/h dans l'entre-deux chicane d'une Audière. L'Audi numéro 2 de Rinaldo Capello, de Johnny Herbert et de Christian Pescatori. Sachez qu'il est finalement le vétéran des 24 heures du Mans, Walter Brand, mais il n'a pas le visage des jours heureux. Sa saline est arrêtée sur le circuit et va abandonner. Lui par contre un visage réjoui. Oliver Gavin nous parle de la Corvette. C'est une voiture bruyante, il fait très chaud. Ça peut donc devenir pénible en conduisant, mais on s'y habitue vite et je pense que la prochaine fois que je prendrai le relais, nous verrons comment cela se passera parce que ça se rafraîchit un peu pour nous maintenant. Et puis j'espère que nos Goodyear vont fonctionner un peu mieux pour pouvoir remonter la Ferrari.